Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, espace interculturel. Collection, espace interculturel, dirigé par Emmanuel Jovelin et Claudio Bolzman. La conjoncture mondiale dans laquelle nous vivons rend la question des contacts et des relations entre les cultures plus actuelle que jamais. Espace interculturel, collection de l'Association pour la recherche interculturelle, ARIC, créée depuis 1995, vise à prendre place dans la confrontation d'idées et dans les débats actuels, en privilégiant les perspectives pluridisciplinaires. Elle publie des travaux de qualité présentant des descriptions et analyses de recherche interculturelle, des articulations entre recherche et pratique, des réflexions théoriques, des synthèses, des monographies et des actes de congrès et colloques de l'ARIC. La collection publie des travaux traitant des thèmes suivants: les phénomènes liés au contact entre les groupes socioculturels, les conditions d'existence des sociétés multiculturelles, l'articulation entre les différents niveaux d'approche et également la confrontation internationale des points de vue, des théories et des pratiques, les contacts entre personnes ou entre groupes sociaux se réclamant de cultures différentes et les processus de changements individuels et collectifs résultant de ces contacts au sein d'une société ou un État, ou entre société et État, etc. Comité de lecture. Claudio Bolzman, Haute École de Genève, Université de Genève, Suisse. Nicole Carignan, Université du Québec, Montréal, Canada. Hélène Costafernandez, Université fédérale de Pernambuco, Brésil. Anne-Françoise Decuire accent aigu, Université catholique de Lille ISL, France. Anna Elia, Université de Calabria, Italie. Reynaldo Fleury, Université fédérale de Santa Catarina, Florianopolis, Brésil. Jean Foucard, Haute École européenne, Charleroi, Belgique. Aline Goard, Université de Fribourg, Suisse. Marie-Antoinette Illy, Université de Poitiers, France. Emmanuel Jovelin, Université catholique de Lille ISL, France. Mourad Kahloula, Université d'Oran, Algérie. Mohamed Lalou, Université de Lyon, France. Chirine Mekidesh, Université d'Alger 2, Algérie. René Moukonkolo, Université de Tours, France. Tania Auguet, Université de Fribourg, Suisse. Fabienne Rio, Université Paris 8 IME, France. Heidi Saidi, Université catholique de Lille ISL, France. Gina Tézé, Université du Québec, Canada. Michel Vatz Laharoussi, Université de Sherbrooke, Canada. Geneviève Vermès, Université Paris 8, France. Présentation des auteurs. Azizi, Asmaa, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Paris-Nord, membre du Lab SIC et A 1803. Ses recherches portent sur les pratiques numériques des jeunes, sur les mobilisations politiques transnationales des immigrés, ainsi que sur les médias des pays du Maghreb. aziziama@gmail.com. Vezerr Assouza, site clé. Enseignant-chercheur au département de psychologie, faculté des sciences de la santé à l'Université catholique de Maule, UCM, Chili et chercheur associé au programme de 3e cycle en psychologie, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brésil. souza@campus.ul.pt. VRASSIERRODRIGUES, Cécilia. Maître de conférences, Université Clermont-Auvergne Communication et Société et A 4647, F63000 Clermont-Ferrand, France. Affilié à l'Institut Convergence Migration 2019 à 2021, et co-responsable de l'axe Communication et Interculturalité, Pratique et Dynamique. cecilia.brassier@uca.fr. Buguet Julie, docteur en psychologie interculturelle de l'Université Lumière Lyon 2, France. Travaille à l'Organisation des Nations Unies et enseigne régulièrement dans des écoles supérieures de commerce et instituts d'études politiques et internationales. Centre de recherche Magellan et A 3713, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Ses thèmes principaux de recherche sont la mobilité internationale, la psychosociologie des individus et des groupes dans la mondialisation, les identités transnationales.
julie@buguet.com. Chérif Alouma, professeure de psychologie sociale, enseignante au département de psychologie et chef de l'équipe de recherche sous page IRR. Souffrance, perte, identité, représentation et reconstruction. Unité de recherche en sciences sociales et santé, Université d'Oran 2 Mohamed Benhamed, Algérie. ch-cherif@yahoo.fr. COSTAFERNANDEZ, Hélène Monsieur, maître de conférence au programme de 3e cycle en psychologie, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brésil et chercheur associé au laboratoire clinique pathologique et interculturel, LCPI, Université de Toulouse Jean Jaurès, UT2J, France. hélènef@free.fr. Denou, Patrick, professeur de psychologie interculturelle à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Directeur du laboratoire clinique pathologique et interculturel, LCPI, EA 4591 et coordinateur du pôle Interculturation psychique et contact culturel du LCPI, denou@univ-tul2.fr. ELHAJJI, Mohamed, professeur titulaire full professor de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Professeur au programme doctoraux en communication et culture et en psychologie sociale de l'UFRJ, ainsi qu'au master Erasmus Mundus en migration transnationale, MITRA. Coordinateur du symposium de recherche sur les migrations transnationales de l'UFRJ et du laboratoire d'études en communication communautaire de l'UFRJ, LECC. moadji@gmail.com. Ferrandi Raymonde, psychologue clinicienne, psychosociologue et psychanalyste. Doctorat en sciences de l'éducation, Paris 10 Nanterre, portant sur l'approche ethnopsychologique d'une action de développement. Elle a enseigné à l'université au Gabon et en Côte d'Ivoire. Précédemment coordonnatrice d'un organisme de formation et de recherche associatif à Paris. Elle est actuellement praticien-chercheur indépendant, travaillant à une clinique du contemporain. Raymonde.ferrandi@wanadoo.fr. Geoffrion, Karine, chargée de cours au département de sociologie et d'anthropologie, Carleton University, Ottawa, Canada. karinegeoffrion@cunet.carleton.ca. Guillot Farneti, Laure, doctorante au sein du laboratoire Helico, équipe de recherche de Lyon en sciences de l'information et de la communication, et de l'Université Lumière Lyon 2. Elle mène sa thèse en co-tutelle avec l'École de communication et d'art de l'Université de Sao Paulo. laure-farneti@gmail.com. Conan Dripol, docteur en psychologie sociale, professeur associé, HESSO, Haute École de Travail Social et de Santé, Lausanne, Suisse. ndripol.conan@hetsl.ch. Liu, Lu, docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignante de chinois à l'Université Clermont-Auvergne, membre associé de Laboratoire Communication et Société, EA 4647. lu.liu@uca.fr. MOUHEB, Zina, doctorante en psychologie clinique, Laboratoire d'anthropologie psychanalytique et de psychopathologie, Université d'Alger 2. Maître assistante, Université Mouloud Mameri, Tizi Ouzou, Algérie. zinapsycho@yahoo.fr. MOUSSABABACI, Fatima, professeure de psychologie clinique, Université Alger 2. Directrice de recherche au laboratoire d'anthropologie psychanalytique et de psychopathologie. Moussa Fatima@yahoo.fr. Ndiaye Fatou, bachelor en travail social, chargé de recherche, HESSO, Haute École de Travail Social et de la Santé, Lausanne, Suisse. fatou.ndiaye@hetsl.ch. PARANHOS d'Acosta, État, psychologue, master recherche en psychologie de la santé, coordinatrice de l'unité de soutien à l'école inclusive Camilo Castelo Branco à Luanda, Angola. etacosta@hotmail.com. Pasta, Stefano, chercheur au département de l'éducation de l'Université catholique de Milan, membre du Centre de recherche sur l'éducation aux médias, à l'innovation et à la technologie, CREMIT, et du Centre de recherche sur les relations interculturelles de l'Université catholique. Il s'occupe d'éducation interculturelle et d'éducation aux médias, dans la perspective de l'éducation à la citoyenneté.
stéphanopasta@gmail.com. Pélaton, Camille, bachelor en informatique de gestion, chargé de recherche HESSO, Haute École de Gestion Arc, Neuchâtel, Suisse. camille.pélaton@e-arc.ch. SCOPSI. Claire, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et chercheuse au laboratoire d'ICEN-IDF, dispositif d'information et de communication à l'ère numérique, du Conservatoire national des arts et métiers, Paris. Ses travaux portent sur l'usage des TIC par les migrants et sur la valorisation en ligne des mémoires des communautés. claire.scopsi@lecnam.net. SOKHN, Maria, docteur en informatique de gestion, professeur ordinaire, HESSO, Haute École de Gestion Arc, Neuchâtel, Suisse. maria.sokna@e-arc.ch. Soto Galindo, Philippe, doctorant en psychologie interculturelle à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, UTJ2. Attaché temporaire de recherche, ATR, à l'UFR de psychologie de cette institution. Philippe Soto Galindo@unif-teul2.fr. Steger, Bama, docteur en sociologie, professeur associé, HESSO, Haute École de Travail Social et de Santé, Lausanne, Suisse. bama.steger@hetsl.ch. Tessier, Julien, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès UT2JIM. Co-responsable du Master de professionnel, psychologie clinique, psychopathologique, interculturelle, psychanalytique, parcours psychologie interculturelle. jtsi@unif-teul2.fr. Tran Tu Wong, professeur associé au département de psychologie clinique de l'Université nationale du Vietnam, Université des sciences sociales et humaines de Hanoï, USSH, Vietnam National University, Hanoï. tth.ussh@gmail.com. Trinh, Thilin, professeur associé au département de psychologie sociale de l'Université nationale du Vietnam, Université des sciences sociales et humaines de Hanoï, USSH, Vietnam National University, Hanoï. anlin-bawong@yahoo.com. Van Thu, Dang, étudiante à la faculté de psychologie, Université des sciences sociales et humaines de Hanoï, USSH, Vietnam National University, Hanoï. dangevtu25@gmail.com. Zouari, Khaled, maître de conférences en sciences de l'information de la communication, à l'UFR Langue, Culture et Communication, LCC, membre du laboratoire Communication et Société, Université Clermont-Auvergne, UCA, France. khaled.zouari@uca.fr. Préface, Communication interculturelle, de l'équation originelle à ses dédoublements technomédiatiques. Mohamed El Hadji. Au commencement est la communication, substrat au fondement de tout acte existentiel. De L intersubjectif à L interculturel, en passant par le social, l'économique ou le politique, il n'est guère d'action humaine ou de modalité d'être dans le monde qui puisse prendre forme et sens en dehors du canevas communicatif. L'échange, la négociation ou l'interaction, la collaboration, la coopération ou la compétition, les disputes, les alliances ou toutes sortes de transactions, qu'elles soient symboliques, matérielles ou affectives, ne sont que des expressions, manifestations, actualisations ou mises en contexte de cette équation originelle qui régit le monde de l'humain et lui procure les termes de son historicité. Que ce soit dans une perspective philosophique, psychologique, anthropologique ou sociologique, c'est toujours le facteur communicationnel qui définit les contours de la condition humaine et détermine les coordonnées de sa projection dans l'espace et dans le temps. Paradigme heuristique, s'il en est, la communication oriente le déploiement narratif de nos expériences, articule ses dispositifs sémantiques et renforce les repères conceptuels nécessaires à sa réflexivité et compréhension. Évidemment, l'approche ici proposée exige que l'on dépasse les niveaux instrumentaux et fonctionnalistes de la notion de communication. Au-delà du travail d'information et de transmission mécaniciste, au-delà des inclinaisons fatiques et connatives des schémas canonisés des processus communicatifs, c'est au niveau de la position expressive émotive que l'attention doit être portée, Jacobson, 1999. Non seulement en raison de l'impossibilité de dire le monde, sans se dire au monde, mais surtout parce que la construction même de l'identité du sujet social passe nécessairement par son élaboration discursive et sa formulation narrative. Singularité,
subjectivité ou identité individuelle du sujet social ne peuvent être ébauchées en dehors des structures communicatives, directement responsables de l'aiguillage des discours sociaux en circulation et de la mise en forme de leur narrativité polyphonique. Dynamique qui n'en est que plus évidente quand il s'agit du rôle de la communication au sein des communautés, collectifs et autres organisations humaines à caractère social, culturel ou ethnique. Il suffit, pour saisir l'intimité d'une telle relation, d'en explorer le champ sémantique et lexical. Communication, communauté ou encore communion dérivent de la même racine linguistique et indiquent le même horizon philosophique. Communiquer, former une communauté ou entrer en communion implique le même mouvement existentiel d'échange, partage, participation, contribution et approximation. Encore une fois, de par la posture intellectuelle ici adoptée, la communication ne peut être réduite à un engrenage mécanique d'émission et réception, mais suppose plutôt un processus large et complexe de production et construction de sens social et historique au sein de la communauté, elle-même structurée en fonction des flux communicationnels qui la traversent et la sous-tendent. Une communauté est donc avant tout une communauté de sens, là où émerge et prend forme un sens commun aux membres du groupe. De ce fait, si la communication est à la base du processus de production de sens, la communauté, elle, est le locus naturel au sein duquel ce sens est produit, construit, transmis, échangé, codé et décodé, avec tout ce que cela présuppose en termes symboliques, subjectifs et idéologiques. Ce qui nous mène, en toute logique, à poser la question du rapport entre communication inter- et intraculturelle. Car comme nous l'avons déjà signalé, ce sont les structures communicatives du groupe qui, en plus de garantir sa cohésion interne, énoncent sa singularité vis-à-vis d'autres organisations sociales et permettent, par cela même, leur mise en relation et mutuelle appréciation. La communication culturelle constitue, de fait, l'interface par le biais de laquelle est réalisé tout échange symbolique entre les entités identitaires en contact et est, inversement, le produit même de ce genre de contact. Ainsi donc, si l'on pense le paradigme de la double grille de Schütz 2003, en tant que grammaire communicative et par conséquent, forme cognitive vide, serait-il admis que son opérationnalité ne pourrait se limiter aux relations proprement interculturelles ou interethniques, mais engloberait toute interaction entre des entités identitaires porteuses de subjectivité ou d'éthos différentiels. D'autre part, si l'on considère la notion de culture dans une acception large, justement en tant que registre symbolique, conceptuel et sémiotique, constitutif de la subjectivité des individus et de l'éthos du groupe, Hall, 2003, il paraît évident que l'écart entre communication interculturelle, intraculturelle ou même interpersonnelle se réduit en vérité à une question de niveau ou de degré et non de nature. Pourrait-on alors affirmer que toute configuration identitaire, qu'elle soit individuelle ou communautaire, est nécessairement modelée par les structures communicatives qui la contiennent, dans la mesure où ces structures communicatives sont elles-mêmes obligatoirement d'ordre culturel, puisqu'elles sont primordialement l'émanation des codes et registres symboliques en circulation qui ordonnent le contexte social et historique concerné ? Que la culture est elle-même communicative dans la mesure où la communication est culturelle, et dans les mêmes proportions ? Que toute communication est, en fin de compte, essentiellement une communication interculturelle ? Certainement, mais pas seulement. L'aspect paradigmatique de notre équation originelle lui confère en effet une grande opérationnalité sémiotique, une forte adaptabilité à la topographie sociale de ses agents et acteurs et une importante capacité d'agencement à l'écologie technologique qui caractérise notre époque. En conjuguant formes possibles et contenus potentiels, la communication interculturelle s'avère une constante qui ponctue le devenir social et subjectif de notre actualité. D'une part, sa forme cognitive vide lui permet de recevoir, absorber et optimiser une multitude de contenus humains et sociaux, qu'ils soient d'ordre psychologique, linguistique, esthétique ou autre. Ce qui, en plus d'amplifier l'éventail de ses champs de signification et de faciliter le transit entre les différents registres symboliques constitutifs du réel, nous autorise à concevoir l'interculturel non seulement en tant qu'objet d'étude, mais aussi en tant qu'instrument méthodologique d'analyse transdisciplinaire d'une grande variété de situations, de problèmes et de phénomènes sociaux et culturels. D'autre part, on ne peut ignorer l'évidente propension de la communication interculturelle à produire des agencements d'ordre psychotechnologique, Kerkhove, 2017.
Non seulement dans le sens de la réappropriation des TIC et de la signification de leurs usages par le sujet social en général, mais également et surtout en tant que vecteur de subjectivation, de traduction culturelle et d'échange symbolique des plus intimes aux plus superficiels, tout aussi bien sur le plan local que transnational. Ces innombrables plateformes et applications constituent, comme on le sait, un environnement matériel et symbolique inédit qui favorise et impulse une large gamme de modalités d'être ensemble et d'être dans le monde, permettant à l'individu et à la collectivité de donner forme à leurs expériences sociales et subjectives, de se connecter et se révéler au monde. Ils peuvent ainsi se laisser traverser par la diversité constitutive de ce monde, en plus d'élargir les possibilités d'écriture et réécriture de leurs récits personnels et collectifs. En effet, Internet et TIC agissent en tant que dispositifs psychotechnologiques de nature à intensifier les échanges interculturels, les accélérer et irradier leur réverbération à la totalité du champ social de leurs interlocuteurs, protagonistes et co-auteurs. Accouplé au TIC, l'interculturel atteint sa pleine maturité et accède désormais à la condition transnationale et multiterritoriale structurante de notre époque, marquée par la pluralité de ses instances d'énonciation et la polyphonie de leurs énoncés. L'interculturel s'impose ainsi, comme une véritable dimension symbolique et conceptuelle qui enveloppe l'ensemble de nos pratiques quotidiennes et leur procure le caractère fluide et mobile que nous leur connaissons. Aussi est-il évident que l'objet idéal pour une observation macroscopique du fait interculturel ne peut être que le phénomène migratoire transnational. D'abord, parce que l'expérience migratoire constitue en soi une situation interculturelle en son sens le plus manifeste et le plus concret. La rencontre du migrant avec la société d'accueil représente avant tout le contact avec une pluralité de grilles symboliques, dont la compréhension et le décodage mutuel passent par l'élaboration ou le bricolage ad hoc de dialectes hybrides, mouvants, en constante mutation et foncièrement polysémies. Pluralité inhérente à l'univers migratoire qui se manifeste à tous les niveaux de la vie du migrant, de sa routine quotidienne et son action immédiate dans son milieu social, jusqu'à sa vision de monde, ses engagements et ses investissements existentiels. Que ce soit sur le plan social, culturel, politique ou subjectif, ces coordonnées sont nécessairement plurielles et ne font que rendre plus incertaines les frontières entre ici et ailleurs, sa culture propre et l'ensemble des cultures qui l'entourent. Sujet mobile, le migrant est nécessairement porteur d'interculturalité et producteur de subjectivité métisse. Ces déplacements spatiaux, sociaux, culturels et subjectifs le contraignent à adhérer corporellement et mentalement à une multitude de références culturelles et registres symboliques, à s'immerger dans leur champ sémantique et sémiotique, à les traduire et se laisser traduire dans leur grammaire propre. Entre trajets spatiaux et trajectoires sociales, entre diversité et adversité, le sujet migrant est amené à redéfinir les références symboliques et matérielles qui le constituent et ou l'interpellent, afin de pouvoir se projeter dans une nouvelle narration et se construire socialement. D'autant plus que la réappropriation des TIC par les migrants transnationaux vient bouleverser le sens et les règles de la mobilité humaine. Ainsi, la notion de double absence formulée par Sayad, 1999, se voit aujourd'hui supplantée par l'idée de double présence défendue par la littérature du transnationalisme et des diasporas virtuelles. Approche qui, en s'appuyant sur la théorie de la globalisation, le progrès des TIC et le développement des moyens de transport, réinterprète la même réalité multiterritoriale dans une acception proche de l'ubiquité communicative du migrant, ceci eu égard à la surabondance de registres mnémoniques et à la communication totale, continue et en temps réel, qui optimise les possibilités d'action des migrants sur le plan social, politique et subjectif, aussi bien auprès de leur communauté d'origine qu'au sein des sociétés d'accueil. D'autre part, la théorie des flux à pas durée 2005 nous rappelle que dans l'actuel scénario global, marqué par l'intensification des déplacements humains, l'accélération des échanges matériels, symboliques et la centralité des moyens de communication et médias électroniques, la notion de mobilité, dans un sens large, est plus utile pour la compréhension de la société contemporaine que ses structures, institutions et organisations stables. Selon cette approche, le sujet social se trouve aujourd'hui confronté à deux types de flux. Les flux humains que représentent les migrations transnationales et les flux symboliques incarnés par les médias également transnationaux.
Or, dans un cas comme dans l'autre, le sujet contemporain est de toute façon transporté matériellement et ou symboliquement, déterritorialisé et traversé par une multiplicité de discours et d'images venus de différents horizons sociaux et culturels, et chargé de registres symboliques et sémiotiques les plus divers. Ce qui remet la question de l'interculturel, conjugué au phénomène migratoire et au TIC, au centre de gravité de la société globale contemporaine. De l'équation originelle à ses dédoublements technomédiatiques, la communication interculturelle, comme nous avons essayé de le démontrer, est à la fois une notion capitale et un fait central indispensable à la compréhension du monde qui nous entoure. Ceci en tant que phénomène et problématique à étudier, et aussi en tant que principe heuristique et méthode épistémologique à adopter pour la restitution des cartes cognitives de notre époque. Les 16 chapitres qui composent l'ouvrage organisé par Costa Fernandez, Scopsi et Ferrandi nous offrent une perspective panoramique et à multiples facettes de la question interculturelle dans son rapport aux migrations transnationales et au TIC. Approche d'autant plus riche et plus intéressante qu'elle constitue, en soi, une expérience polyphonique et interculturelle, étant donné la diversité des origines, cultures et formations académiques des chercheurs ES et auteurs ES qui y ont contribué. Introduction. L'ARIC est une association internationale interdisciplinaire créée en novembre 1984 en Suisse, dans le but de réunir des chercheurs et des praticiens intéressés par le domaine des approches interculturelles en langue française. Le choix de la langue n'est pas anodin. Il part du constat de Pierre Dazen, un de ses membres fondateurs, qu'à l'époque, malgré le développement de la cross-cultural psychology, peu de travaux pouvaient être trouvés en français. 35 ans après, ce choix linguistique, maintes fois remis en question, détermine des valeurs et des paradigmes spécifiques. Ceci car nous partageons le postulat qu'une langue est bien plus qu'un code, elle véhicule des représentations culturelles et une vision du monde. Depuis sa création, des universitaires français, suisses, québécois et belges, puis des chercheurs et des praticiens francophones d'autres continents se sont engagés avec passion et rigueur à comprendre comment les approches interculturelles peuvent modifier les rapports sociaux, les rapports à l'autre et à soi. Ces interrogations passent par des modèles qui, selon Christiane Pergaud, mettent en avant la compréhension du rôle socio-historique des contextes sur la pensée du chercheur ainsi que sur la conscience de ce que sa forme de pensée, les catégories et concepts développés dans ces travaux, n'ont pas vocation à l'universalité. Des valeurs comme l'interdisciplinarité, la diversité des méthodes et les échanges entre praticiens et chercheurs sont au cœur de ce mouvement empreint, d'après Maurice Mauviel, d'un certain optimisme et d'une forte implication idéologique. Ses membres partagent également l'engagement et la conviction que l'interculturalité active, consciente et politique, est non seulement possible mais qu'elle est aussi la seule alternative, voire la solution, aux conflits et violences qui agitent notre monde, comme rappelle Michel Vatz-Laharoussi, ancienne présidente, dans le livre d'or dirigé par Fabienne Tanon et Chirine Mekidesh à l'occasion des 30 ans de l'ARIC en 2015. En conséquence, les diverses manifestations et productions scientifiques de l'ARIC concernent l'ensemble du champ interculturel à travers l'approche conjointe, de la diversité culturelle et des aspects universels, par les études comparatives et l'analyse des phénomènes issus des situations de contact culturel. Parmi les nombreuses recherches aboutissant à des modélisations largement diffusées, nous retenons celle sur les stratégies identitaires de Carmel Camilleri, 1990, et celle sur les processus d'interculturation, développée au laboratoire clinique pathologique et interculturel, LCPI de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès sous la direction de Patrick Denoux, 1994. Mais l'interdisciplinarité, jugée indispensable pour l'influence transformatrice des recherches dans les espaces sociaux, institutionnels et politiques, a toujours posé problème. Dans la mesure où elle a été fondée par des enseignants de psychologie et de l'éducation, ces deux disciplines ont toujours été majoritaires à l'ARIC, si bien que paradoxalement, cette organisation a toujours eu du mal à accueillir la diversité. Actuellement, son ouverture vers des nouveaux champs est encore à l'ordre du jour. Depuis quelques années, 8 axes de recherche nouveaux ont permis d'élargir une approche réductrice du terme « culture », limitée souvent aux aspects ethniques et raciaux de certaines appartenances. Les questions posées en termes de culture, voire de rencontres de culture,
gagne de nouveaux contenants comme la culture de la paix, la culture scolaire, familiale, adolescente, numérique, de la créativité, de la santé entre autres. Pour chacune de ces cultures, les codes explicites et surtout implicites interagissent parfois en de véritables cercles vicieux et un travail de paro s'impose pour réorganiser, redéployer, permettant alors au sujet de se remobiliser selon Odette Lescaret. Parmi ces nouvelles perspectives, et pour tenter de saisir les enjeux posés par la tournure du virtuel dans la contemporanéité, l'axe de recherche, technologie de l'information et de la communication, TIC et interculturalité, a vu le jour, coordonné par Hélène Costa Fernandez. Après une première conférence plénière intitulée « Nouvelles technologies de la communication, NTC », entre globalisation et interculturalité, présentée au 15e congrès à Strasbourg, 2015, le 9e colloque exclusivement consacré à la thématique « Mobilité, réseau et interculturalité » a été l'occasion d'aborder les nouvelles postures théoriques et pratiques engendrées par les mobilités et les réseaux sociaux virtuels, transnationaux, urbains, solidaires ou corporatifs dans des situations interculturelles. Depuis, des chercheurs et des praticiens de l'ARIC intéressés par cette thématique se sont regroupés pour présenter, discuter et partager les résultats de leurs travaux au 16e congrès de Madagascar, 2017, et au 17e congrès en Suisse, 2019. Les membres de cet axe de recherche ont publié un ouvrage collectif bilingue français et portugais, et 2 ouvrages collectifs en portugais aux éditions universitaires de l'Université fédérale de Pernambuco, UFPE. Un ouvrage collectif entièrement en français a été publié en 2018 dans la collection Espaces interculturels de l'Harmattan. Celui-ci est donc le 5e ouvrage organisé par des membres de cet axe de recherche. Il rassemble 16 articles originaux sélectionnés parmi des travaux de recherche présentés au panel Symposium « Technologie de l'information et de la communication, TIC, migration et interculturalité », qui a eu lieu au dernier congrès international de l'ARIC à Genève en juin 2019. Écrit par des chercheurs et des praticiens francophones de 15 nationalités différentes, il interroge le rôle des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans la mobilisation des personnes et d'institutions en situation de migration ou de contact de culture. Il s'organise autour de 3 sous-thématiques. La première est consacrée aux répercussions cliniques et identitaires des TIC, ces symboles HE accent aigu GE accent aigu monique de la contemporanéité qui ont transformé la sphère socioculturelle, tant sur le plan international que local. La deuxième interroge le rôle des TIC dans la visibilité des migrants réfugiés, la web diaspora et les réseaux sociaux virtuels servant de médiation interculturelle aux migrants. Enfin, la troisième partie analyse les enjeux éthiques, conceptuels et méthodologiques liés au TIC dans une perspective transdisciplinaire et interculturelle. Plusieurs problématiques transversales parcourent ces 3 parties, dans lesquelles différents articles semblent se répondre les uns aux autres. Sans vouloir être exhaustive, nous pouvons citer tout d'abord la distinction entre réalité physique et réalité virtuelle, statut ontologique Soto Galindo et al. Intensité des investissements qui leur sont liés, Bugey Moueb et al. Valence différentielle attribuée à ces 2 mondes, entre divertissement et nécessité, Conan et al. Pasta. Double présence vécue dans la communication à distance, Bugey, Soto Galindo et al. Élargissement de la projection de soi, Shérif, ou bien risque des apostrophes. Une nouvelle forme de double absence, s'y n'entre plus en communication que des images délestées de la complexité des corps et de leur environnement, Ferrandi. Cet ensemble d'articles revisite également le rapport entre uniformité et diversité. L'usage des TIC est jusqu'à un certain point fonction de la culture des utilisateurs ou du contexte dans lequel ils sont placés en commun, Liu, Bezerra Souza et al. Trin et al. Quand une certaine uniformité apparaît, doit-on y voir une aliénation à la logique de l'outil, Ferrandi, ou bien la construction active d'une interculturation, Costa Fernandez et al. Soto Galindo et al. Nous rencontrons aussi les tyrannies de la visibilité, Aubert et Haroche 2014. Besoin d'expression et de reconnaissance, Azizi et Scopsi, Guillaume Farnetti, Moueb et al. Scopsi, mais aussi mise en danger, Brassier Rodriguez, Bezerra Souza et al. Enfin, nous voyons à l'œuvre un puissant désir d'engagement social et de démocratie, Geoffrion, Conan et al. Ces problématiques sont soulevées partout aujourd'hui,
mais leur approche en termes de mobilité et d'interculturel met l'accent sur deux caractéristiques majeures de l'homme contemporain. Expérience amplement partagée du déplacement et diversité culturelle de chacun. L'ensemble des travaux présentés, en plus de la préface et de la postface rédigée par deux chercheurs en sciences de l'information et de la communication, se propose de contribuer à un débat éclairé sur les spécificités et les enjeux de l'utilisation des TIC dans la contemporanéité, tant au niveau de la recherche qu'à celui de la pratique professionnelle et des politiques publiques. Nous espérons que la lecture de ces articles, dont les résumés seront présentés en fin d'ouvrage, vous donnera quelques clés pour mieux appréhender la complexité des enjeux de l'émergence des TIC dans la contemporanéité. D'autant plus que la période actuelle est celle du désordre et la question se pose évidemment de savoir dans quelle direction nous nous orienterons lorsque la crise sanitaire mondiale provoquée par la Covid-19 sera jugulée. Les organisatrices: Hélène Costa-Fernandez, Claire Scopsi et Raymonde Ferrandi. Références bibliographiques: Aubert et Haroche, c. 2014. Les tyrannies de la visibilité. Être visible pour exister? Toulouse, Éditions Zérès. Camilleri, c. 1990. Stratégie identitaire. Paris, Presse universitaire de France. Costa-Fernandez, E. et Donard, v. 2016. O psicólogo frente ao desafio tecnológico. Novas identidades, novos campos, nova práticas. Recife, Editora Universitaria UFPE, UNICAP, volume 1. Costa-Fernandez, E. Lescaret, O. et Denou, p. 2018. Mobilité, réseau et interculturalité. Nouveaux défis pour la recherche scientifique et la pratique professionnelle. Paris L'Harmattan. Costa-Fernandez, E. Marc Laurendon, C. Exif, R. 2017. Territorios, Mobilidad, Red, Desafios e Perspectiva Interculturelle Émergente. Recife, Editora Universitaria UFPE, volume 1. Costa-Fernandez, E. Xif, R. et Marc Laurendon, C. 2018. Comunicação e Interculturalidade. Educação, Nova Tecnologia e Linguagens. Recife, Editora Universitaria UFPE. Denou, p. 1994. Pour une nouvelle définition de l'interculturation. Dans El Blomard et Becrouwer dire Perspective de l'interculturel, page 67 à 81. Paris, École normale supérieure Saint-Cloud, L'Harmattan. Tanon, F. et Mekidesh T. dire. 2015. Livre d'or des 30 ans de l'ARIC, Strasbourg. Document publié sur le site de l'ARIC. http://www.aricinterculturel.com /wp-content/uploads 2016 /05 livre-d'or-des-30-en-de-aric-2015.pdf. Première partie, répercussions cliniques et identitaires des TIC. Chapitre 1. Usage lusophone des TIC et cyberharcèlement au Recife et à Luanda Sitclay. Bezerra Souza, Hélène Costa-Fernandez et Eta Sobal Paranhos da Costa. Introduction. Le sujet postmoderne est marqué par le maillage omniprésent des technologies de l'information et de la communication, TIC. Dans un contexte globalisé, l'usage des TIC et des réseaux sociaux virtuels, RSV, a révolutionné la manière dont les jeunes communiquent et interagissent entre eux, Costa-Fernandez et Souza 2018, ce qui ouvre de nouveaux espaces de transition, des entre-deux, à des fins de symbolisation personnelle, Tisseron 2004-2011. Considérant que l'Internet, par le biais des TIC, ouvre un nouvel espace de sociabilité et de construction des subjectivités, Costa-Fernandez et Souza, 2018, la littérature scientifique et le sens commun s'accordent sur le fait que ces nouvelles pratiques culturelles auront des effets sur le développement psychosocial des adolescents, Rivers et Norey, 2010. Parallèlement, le mythe de la démocratisation de l'accès au savoir ainsi que celui de la protection par l'écran de l'intimité des jeunes se sont révélés illusoires. Et pourtant les gains et les plaisirs associés à l'usage empêchent la suppression de ces nouveaux moyens de communication, Costa-Fernandez, Amaral et Vasconcelos, 2014.
De nombreuses études annoncent la possibilité d'une interaction sociale accrue et le bien-être des usagers comme des avantages découlant des TIC, Costa Fernandez et Donard, 2016. D'autre part, elles confirment que l'usage des TIC et de l'Internet par les adolescents aura des conséquences négatives sur leur développement. Les travaux de Wright 2017, entre autres, révèlent que les enfants et les adolescents peuvent être exposés à un certain nombre de risques et de menaces cybernétiques, entraînant des comportements addictifs. Park, Kim et Shaw 2008, le sextage, Dias et al. 2018, entre autres risques, Van Donink, D'. Anin Serrault 2013, ainsi que la participation à des situations de cyberharcèlement, Vega Simao et al. 2017. Selon Castro et Zuin 2019, la compréhension dialectique de la technologie permet d'entrevoir les effets négatifs causés par les produits de la culture numérique qui, en plus de promouvoir une violence non présentielle, privent les individus de la possibilité d'élaboration de représentations symboliques. Le cyberharcèlement, devenu un des grands défis contemporains, est désigné comme tout type de comportement mis en œuvre par des moyens électroniques ou numériques, par des individus ou des groupes, consistant à envoyer des messages hostiles ou agressifs destinés à causer du tort ou à créer un malaise chez autrui. Vega Simao, Ferreira, Francisco, Polino et Souza, 2018 sur 4790, ce qui suppose un impact substantiel sur les comportements et équilibre émotionnel des victimes. Le phénomène utilise la diffusion d'informations par courrier électronique, l'envoi de messages ou la publication de vidéos et ou de photographies sur des sites et des réseaux sociaux de manière dommageable et diffamatoire. Au vu de ces considérations, cet article vise à comprendre l'utilisation des TIC par les collégiens angolais, luanda et brésiliens récifés. Il analyse les similitudes et les divergences entre l'appropriation de ces pratiques HE monique par les jeunes des deux sociétés. Autrement dit, il interroge le rapport entre l'usage des TIC dans chaque groupe étudié et l'appartenance culturelle des usagers. Pour traiter cette question, nous présenterons les résultats partiels d'une étude réalisée par des chercheurs des deux continents. Présentation de la recherche. Référence épistémologique. La référence épistémologique est la perspective interculturelle, selon laquelle la singularité de l'individu est appréhendée à travers le croisement de ses appartenances culturelles, l'homme étant produit et producteur de culture. Du point de vue opérationnel, nous privilégions la triangulation méthodologique, Costa Fernandez et Souza, 2018. Partant donc des postulats de la psychologie interculturelle, les recherches de Souza, 2016, aboutissent aux résultats suivants. 44,6% des collégiens de Récifé ayant répondu au questionnaire proposé et 43,04% des collégiens de Luanda admettent avoir eu des comportements agressifs à un moment donné de leur scolarité. Nous soulignons en ce sens que la forte incidence des comportements agressifs observés dans l'étude de Souza 2016 semble liée au niveau d'individualisme et de collectivisme de chaque pays, défini selon la théorie des dimensions culturelles, Hofstede, 2001. Il ressort de la littérature que le Brésil a un score d'individualisme de 38 et le Portugal de 27, Hofstede, 2001. Étant donné son faible niveau d'individualisme, le Portugal apparaît comme une société plus collectiviste que le Brésil. Un autre aspect connexe de la théorie des dimensions culturelles concerne le niveau de violence subi dans chaque pays. Actuellement, il y a une augmentation du taux de ce type de violence au Brésil, de 51,6% à 54,9%, tandis que le pourcentage au Portugal diminue, de 1,7% à 0,5%, comme le montrent les études menées par Weiselfeis, 2008-2016. Face à cette réalité, nous sommes d'accord avec Marcus et Kitayama, 1991, lorsqu'ils affirment que les niveaux d'individualisme-collectivisme et les taux de violence de chaque pays auront des répercussions sur le comportement et l'interaction sociale des membres de la société, et peuvent aussi se retrouver dans le cyberharcèlement. À la suite de l'étude de Souza, 2016, ce projet de recherche vise à comprendre l'usage des TIC et de l'Internet par les adolescents de Récifé, Brésil et Luanda, Angola, ainsi que leur possible implication dans des situations de cyberharcèlement.
Vu le peu de recherches sur des adolescents lusophones, les résultats obtenus contribueront au développement de méthodes de prévention des risques, de dispositifs d'intervention et à l'appréhension du rôle des TIC dans le maintien de la diversité culturelle. Méthodologie. Afin de comprendre l'impact du contexte culturel sur le vécu de situations de cyberharcèlement par les adolescents de Recife et de Luanda, les auteurs analysent les caractéristiques associées à l'appartenance culturelle de chaque groupe de jeunes. La méthodologie de la recherche est qualitative. Elle est constituée d'entretiens semi-structurés avec des adolescents du Brésil et de l'Angola, qui partagent la même langue maternelle. Participants. Dans un premier temps, 13 collégiens de la 7e à la 9e année, âgés de 12 à 16 ans des deux sexes, ont participé à la recherche, 7 au Brésil et 6 en Angola. D'autres jeunes seront contactés ultérieurement. En Angola, l'enseignement est réparti entre les niveaux d'éducation préscolaire, de 3 mois à 5 ans, d'enseignement primaire, de la 1re à la 6e année, secondaire, de la 7e à la 12e année, et supérieure, jusqu'à 6 ans pour les licences et 3 ans pour les bacheliers. Au Brésil, l'enseignement fondamental est divisé entre les années fondamentales, 1er à 5e année, pour les enfants entre 6 et 10 ans et les années finales, 6e à 9e année, pour les adolescents entre 11 et 14 ans, voir tableau 1. Tableau 1, caractérisation des participants. L'outil de collecte de données. Un plan d'entretien semi-structuré spécifique a été réalisé dans le but de répondre aux objectifs de la recherche. L'outil de collecte de données est composé d'un ensemble de questions ouvertes visant à identifier a. L'usage des TIC par le jeune. B. Les significations attribuées au cyberharcèlement. C. Ses expériences en matière de cyberharcèlement, quel que soit son rôle, agresseur ou victime. D. Son point de vue sur les rapports entre l'usage des TIC et le cyberharcèlement. E. Son point de vue sur les conséquences du cyberharcèlement. F. Les stratégies adoptées individuellement pour s'adapter aux situations de cyberharcèlement. Les données obtenues contribueront à la définition de stratégies collectives de prévention du cyberharcèlement. Collecte et analyse des données. La procédure de collecte des données a été réalisée après avis favorable du Comité d'éthique de recherche, CEP, de l'UFPE. Les parents et eux, ou les tuteurs légaux des mineurs volontaires ont été contactés afin de donner leur accord via le formulaire de consentement libre et éclairé, TCLE. Les TCLE et les TAIL, versions adressées aux mineurs entre 12 et 18 ans, ont donc été signés par les parents et par les jeunes avant les entretiens, condition pour la participation à l'étude. Les entretiens ont duré environ 20 minutes et se sont déroulés dans les établissements scolaires respectifs de Recife et Luanda. L'analyse des données a été réalisée selon l'analyse de contenu, Bardin 2013. Les critères de catégorisation sémantique, catégories thématiques, ont été fixés à partir des règles fondamentales de l'analyse du contenu. Ils ont respecté l'homogénéité, la pertinence, l'objectivité, la fidélité et la productivité des jeunes. Résultats partiels. Cette étude vise à comprendre l'usage des TIC et de l'Internet par des adolescents volontaires de 2 collèges privés, l'un dans la ville de Recife, Brésil, et l'autre dans la ville de Luanda, Angola. Elle cherche également la signification attribuée par les jeunes à ces usages, tant au niveau des risques en ligne qu'à leur expérience du cyberharcèlement. Nous présenterons les résultats aux questions relatives à l'usage des TIC, aux significations et aux expériences des jeunes, face à des situations de cyberharcèlement. L'analyse des entretiens fait ressortir des catégories et des indicateurs, voir tableau 2, qui révèlent des similitudes et des divergences entre les 2 groupes de jeunes. Selon les données obtenues, l'usage et les significations attribuées aux TIC par les adolescents du Brésil et de l'Angola sont classés en 5 catégories. 1. Support utilisé, appareils, jeux, réseaux sociaux, applications, sites de partage de vidéos. 2. Fréquence d'usage, très fréquente et rarement. 3. Motif de l'utilisation, travail scolaire, divertissement, interaction, partage d'informations et utilisation généralisée. 4. Opportunités en ligne, possibilité d'acquérir des connaissances, vitesse des apostrophes, accès à l'information,
Réduction des distances dans les rapports sociaux, nouvelles relations d'amitié, divertissement, facilité d'accès aux services, gestion du temps. 5. Risques en ligne. Possibilité de conflits personnels, vulnérabilité des renseignements personnels, exposition excessive, harcèlement par des pédophiles, distanciation sociale, agents de distraction, nuisibles à la santé physique et mentale des usagers ainsi que l'existence de fausses informations. Tableau 2. Utilisation et signification attribuées au TIC, similitudes et divergences. En ce qui concerne le type de support, il ressort que les adolescents utilisent fréquemment des appareils connectés à l'Internet tels que le portable, smartphone. J'utilise beaucoup le téléphone portable dans la journée pour tout. BR7, 13 ans femme. Et des tablettes, j'utilise habituellement la tablette. BR4, 19 ans masque. Les jeunes ont également mentionné la pratique des jeux en ligne. J'utilise l'Internet davantage pour jouer avec mes amis que pour participer correctement aux réseaux sociaux. AN2, 13 ans masque. Des réseaux sociaux, applications, j'utilise les réseaux sociaux. BR4, 19 ans masque. Instagram. BR2, 14 ans femme. Aussi les Instagram et Snap parfois, AN1, 13 ans femme, ainsi que des sites de partage de vidéos tels que YouTube. BR2, 14 ans femme. En ce qui concerne l'intensité d'usage des appareils connectés, il ressort une divergence entre les participants de Recife et ceux de Luanda. La fréquence d'utilisation des premiers est supérieure à celle des autres, tous les jours. Je pense à 8 heures par jour ou plus. 10 heures, je ne sais pas. BR2, 14 femme. Je les utilise parfois pour me distraire. AN3, 12 ans masque. Quant au motif de leur usage, les collégiens des deux villes utilisent l'Internet pour effectuer des devoirs scolaires, pour rechercher des concepts de base pour les activités diverses. BR4, 19 ans masque. Parfois, les enseignants nous demandent de chercher quelque chose. AN3, 12 ans masque. À des fins de divertissement, j'aime voir des cabanes, des choses d'artistes, des choses agréables liées au body art, j'adore ça. BR7, 13 ans femme. J'utilise davantage lorsque je n'ai rien à faire ou quand j'ai oublié quelque chose à l'école. AN3, 12 ans masque, ou d'interaction. On peut dire que c'est une autre façon de communiquer avec mes amis qui étudient ici, et que je ne vois pas. Puis je communique avec eux et je leur dis des choses qui se passent tous les jours, n'est-ce pas? BR6, 13 ans masque. J'utilise aussi davantage l'Internet pour parler à mes amis, AN5, 16 ans masque, ou encore de partage d'informations. Je partage des histoires et c'est tout. BR2, 14 ans femme. J'utilise l'Internet pour diffuser des liens musicaux avec mes amis, AN5, 16 ans masque, et parce qu'il s'agit d'un usage répandu. Il y a de gens qui l'utilisent beaucoup par exemple, moi, BR7, 13 ans femme. En ce qui concerne les opportunités en ligne, les participants ont mentionné la possibilité d'acquérir des connaissances. La personne peut également l'utiliser pour étudier. Les gens se font même concurrence parce qu'ils étudient virtuellement. Il y a même un collège virtuel, ce qui aide beaucoup. Comme les gens ont déjà l'habitude d'utiliser l'Internet, ils peuvent être rassurés. BR3, 14 ans masque. Avec cela, nous n'avons pas à quitter la maison pour rechercher une information dans les livres, AN3, 12 ans masque, ou d'avoir accès à l'information. Vous avez des informations toutes les secondes, que cela soit vrai ou non. Mais nous avons des informations chaque minute. BR3, 14 ans masque. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire partie de tout, AN4, 12 ans femme, ou de réduire les distances dans les rapports sociaux. Par exemple, vous pouvez vous connecter plus facilement avec des gens de loin, BR7, 13 ans femme. Parmi les avantages de l'Internet, il y a le fait de communiquer avec nos amis à distance, AN5, 16 ans masque, ou d'établir de nouvelles relations d'amitié. Même si c'est dangereux, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, ce qui peut améliorer votre estime de soi, car il y a de bonnes personnes dans le monde et vous pouvez vous rencontrer. BR3, 14 ans masque. Ou pour le divertissement, un autre avantage consiste à se divertir, BR3, 14 ans masque. De plus en plus les personnes utilisent l'Internet davantage pour le plaisir que pour les activités scolaires. AN2, 13 ans masque. Pour sa facilité d'accès aux services. Le téléphone mobile sert beaucoup, même quotidiennement, aux consultations médicales, à la pharmacie il sert beaucoup. Parfois, à la maison quand ma mère part, je dois commander de la nourriture par téléphone, BR7, 13 ans femme, pour la gestion du temps. Pour me réveiller je dois avoir le portable à cause du réveil, oui,
bien que parfois je raccroche. BR7 13 ans femme. Concernant les risques en ligne, il ressort la possibilité de conflits personnels jusqu'au suicide. C'est mauvais, c'est vrai, parce que oui, il y a des gens qui maudissent les autres et se cachent. C'est très énervant car il y a des gens qui se sentent offensés. Et cela peut même faire mourir. BR2 14 ans femme. Une personne sur YouTube souffre beaucoup car elle parle beaucoup d'elle. AN4 12 ans femme, la récupération de données personnelles. La technologie contient, en fonction de l'application ou du site, une grande partie des informations auxquelles tout pirate informatique peut accéder. C'est aussi un très grand mal. BR6 13 ans masque. Tous les participants au Brésil et en Angola affirment avoir déjà entendu parler de cyberharcèlement. Ils le décrivent comme un comportement violent. C'est du harcèlement pratiqué par Internet, par les réseaux sociaux. Habituellement, par de faux profils anonymes, il ne s'agit plus de vous identifier pour faire ce que vous voulez. Et vraiment, la plupart des cas, celui de mon amie par exemple, elle ne sait pas qui l'a agressée, elle n'a pas eu le courage de parler à un adulte à l'école. BR1 14 ans femme. Pour moi, le cyberharcèlement est une intimidation virtuelle par le biais de messages envoyés en groupe, dans des jeux, sur Internet, sur Facebook, entre autres. AN3 12 ans masque. Ce sont des comportements lâches. Le cyberharcèlement est un peu la lâcheté de la personne qui consiste à s'en servir pour affecter l'autre. AN2 13 ans masque. Avec des insultes. Le cyberharcèlement pour moi consiste à poster sur Internet des choses sur une personne qui la maudisse et sur des choses qu'elle n'aime pas. BR6 13 ans masque. Oui, amusez-vous, utilisez des dénominations dans le but de nuire. AN1 13 ans femme. Des calomnies. Mentir. Inventer des choses sur la personne et diffuser des fausses nouvelles sur Internet. BR7 13 ans femme. De la diffamation. C'est parler mal des gens sur Internet, les diffamer. Cela correspond à parler du mal de quelqu'un. Les gens disent des choses d'autres personnes qui ne sont pas vraies et qui les affectent. AN6 14 ans femme. De l'intolérance, pour moi, c'est quand une personne critique d'autres personnes, surtout son orientation sexuelle. Ensuite, la personne dit qu'elle est gay, lesbienne de toute façon. Des gens qui n'ont rien à voir avec la vie de l'autre et qui veulent donner des pitacos. BR4 19 ans masque, des relations de pouvoir. Le cyberharcèlement, c'est quand des adolescents plus ou moins jeunes profitent de l'Internet pour intimider les autres. AN5 16 masque. Ces comportements d'insulte et d'intolérance qui se produisent dans une relation de pouvoir, entre pairs, et perçus comme lâches ont pour but de nuire à autrui. Le cyberharcèlement consiste à utiliser une personne pour tirer parti des moyens de communication utilisés pour parler des autres. AN1 13 ans femme. Outre les questions directes sur le phénomène étudié, les entretiens ont fourni des informations sur l'incidence du cyberharcèlement chez les participants, comme l'indiquent ces quelques exemples d'expérience. Il y a environ 2 ans, un collégien qui, à ce jour, je ne sais pas qui c'était, a créé une page Instagram qui provenait de bavardages au secondaire. Ils ont affiché des choses horribles sur les gens d'ici. Une fois, ils ont posté sur moi parce que j'avais les cheveux bleus, et mes cheveux étaient vraiment bleus, alors ils ont dit que je ressemblais à un perroquet qui marche. Puis d'autres personnes à l'école ont commencé à commenter. J'étais très contrariée par ce qu'ils ont fait. BR7 13 ans femme. Quand j'ai vécu au Portugal, parce que j'avais un teint plus foncé que les habitants là-bas, ils m'appelaient par des surnoms liés à la couleur de la peau comme noir, sors noir, reviens à ton pays, tu n'as pas ta place ici. C'était quelque chose qui m'a rendue très triste, parce que je suis allée vivre au Portugal, non pas parce que je le voulais, mais pour des problèmes de santé, alors j'ai dû y vivre et y rester jusqu'à la 4e année. Mais qui l'a fait n'était pas de ma classe, c'était des autres classes. AN2 13 ans masque. Discussion. Le but de cette étude est de comprendre l'usage des TIC et de l'Internet par des collégiens de Recife et de Luanda, ainsi que les significations attribuées par les deux groupes de jeunes à leurs expériences du cyberharcèlement. Les données obtenues ont mis en évidence des similitudes et des divergences entre les avantages et les inconvénients de ces usages, selon les participants. Pour ce qui concerne les similitudes, les adolescents des deux contextes culturels utilisent davantage le téléphone portable. Par contre, la tablette n'est utilisée que par des collégiens à Recife.
Cette variation peut être associée au plus grand pouvoir d'achat des jeunes Brésiliens vis-à-vis des jeunes Angolais, même si les deux établissements sont privés et fréquentés par une classe moyenne plutôt favorisée. De plus, les données obtenues révèlent une certaine divergence dans l'usage des plateformes de jeux. Les jeunes de Recife semblent préférer utiliser des applications, tandis que les jeunes de Luanda préfèrent partager des plateformes collectives. Les résultats indiquent également que les collégiens des deux contextes utilisent Instagram, Snapchat et YouTube à des fins de socialisation. De tels résultats rejoignent l'étude de Capellozza et Moraes, 2014, selon laquelle l'indice de popularité virtuelle peut varier en fonction de la culture et de la temporalité. Nous ajoutons comme variable le pouvoir d'achat et l'environnement socio-économique des utilisateurs. Ces conclusions complètent l'étude de Costa Fernandez et al. 2014, réalisée auprès de 947 adolescents âgés de 10 à 19 ans, dans laquelle il a été vérifié que la majorité des participants, 69%, se connectent à l'Internet via des ordinateurs portables et que 60% des jeunes préfèrent le smartphone ou la tablette, 28%. De plus, nos résultats vont dans le même sens que l'étude de Vega Simao et al. 2017. Cette dernière affirme que 97% des 269 participants déclarent utiliser le téléphone portable et 73,4% la tablette. En outre, les participants ont encore mentionné l'utilisation de YouTube 65,8%, Instagram 59,9%, WhatsApp 46,5%, Snapchat 41,6%. Il est à noter que dans ce type de recherche, la date de collecte des données est fondamentale car les habitudes varient rapidement, quel que soit le contexte. Un intervalle de 3 ans est observé entre les deux études, ce qui peut expliquer en partie les variations constatées. En ce qui concerne l'intensité d'usage, il ressort une fréquence élevée uniquement chez les adolescents brésiliens, ce qui ne veut pas dire que cela ne puisse pas être observé chez des adolescents angolais. En général, nos résultats indiquent que les aspects culturels ainsi que les influences sociales affectent les préférences des utilisateurs quant à l'usage des dispositifs technologiques, leur préférence pour certains réseaux sociaux et certaines applications, ainsi que la fréquence des communications. Quant au motif de l'usage, il ressort que les étudiants des deux pays utilisent les TIC pour effectuer leurs devoirs scolaires, à des fins de divertissement, d'interaction, de partage d'informations et pour se conformer à un usage répandu, cette dernière option n'étant vérifiée que parmi les étudiants brésiliens. Il ressort donc que les motivations à l'usage des TIC et des réseaux sociaux sont des plus variées, et qu'il existe un certain accord entre les jeunes des deux contextes culturels quant au motif de l'usage des TIC et de l'Internet. Ce résultat élargit l'éventail des raisons présentées par Wolfrat et Doll 2001, qui se concentraient sur 3 types: les raisons d'information, de communication et de divertissement. Quant aux avantages des TIC, les adolescents mentionnent des aspects tels que la possibilité d'acquérir des connaissances, l'accès à l'information, la réduction de la distance entre les relations sociales, la possibilité d'établir de nouvelles amitiés, la facilité d'accès aux services et l'aide à la gestion du temps. Pour les inconvénients, il ressort la possibilité de conflits personnels, l'accès non autorisé à des données personnelles, l'exposition excessive, les situations de harcèlement par des pédophiles, la distanciation sociale, la distraction, l'atteinte à la santé physique et mentale, et enfin, l'existence de fausses informations. Ces résultats sont en accord avec la littérature qui rapporte les différents effets sur le développement psychosocial des adolescents, associés à l'utilisation des réseaux sociaux et des technologies. Rivers et Norey, 2010. Les résultats de cette étude nous ont permis d'identifier que tous les participants, indépendamment du contexte culturel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.